Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. Bonsoir à Antoine Fontaine. Bonsoir Jismi, bonsoir aux téléspectateurs. On va aborder le premier point, c'est cette exposition que prépare Antoine Fontaine en hommage et en honneur de Firmin Viry. Firmin Viry et sa madame, Céline. Je dirais que nous avons cette chance, alors c'est pas que moi, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent actuellement donc, autour de cette exposition pour rendre hommage à deux héros, parce que c'est vraiment de cette façon que je les perçois, Firmin et Céline, parce que souvent on parle de Firmin Viry. Et, on oublie, on parle pas de sa femme. On ne parle pas de sa femme, mais en fait, quand j'ai cette chance, je dirais, d'être dans leur quotidien régulièrement, et je vois aussi toute l'importance qu'a Madame Firmin, parce que je l'appelle Madame Firmin, et donc Céline Viry, en fait, dans tout ce combat, je dirais, ou dans toutes ces luttes que tous les deux, en fait, ont mené ensemble à travers tout un tas, en utilisant tout un tas de supports. Alors, juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Antoine Fontaine, je veux dire que tous les grands rois maloyas de la Réunion, que ce soit Laura Caf, que ce soit Ramon Lélé, que ce soit d'autres, que ce soit Firmin Viry, bien sûr, ont toujours eu à côté d'eux cette femme qui leur permettait d'être ce qu'ils sont. Tout à fait. Qu'ils étaient ce qu'ils sont. Et je dirais avec cette particularité aussi que finalement, les Viry, les époux Viry, je dirais, ont quelque part ressuscité un élément de notre culture à travers une musique qui est le maloya. Mais au-delà, en fait, de cette musique qui a été, je dirais, un outil, un support, quelque part, qui nous vient aussi de notre histoire, c'est une lutte avant tout, je dirais, pour les combats actuels. C'est pas une vision, en fait, dans l'action passéiste par rapport à l'esclavage. Oui, ce temps, effectivement, il a existé, mais je dirais que le maloya, tel que je le perçois chez les Viry, c'est vraiment une lutte de l'instant pour les droits, parce que c'est dans cet instant où l'on vit que les droits, quelque part, sont piétinés et bafoués. Et moi, je dirais que tout le parcours de Firmin et de Céline, il est jalonné de ces combats pour les droits. Madame Firmin, par exemple, qui se souvient, et c'est pour ça que je trouve important de rendre ce genre d'hommage à ces héros tant qu'ils sont en vie. Madame Firmin était à l'origine de l'Union des femmes réunionnaises, bien avant, je dirais, des personnages comme Huguette Bello qui s'en emparent après, mais ce sont des personnes, des femmes comme Céline Viry et d'autres aussi autour d'elle qui ont créé cette association d'Union des femmes réunionnaises, parce que la lutte aussi, elle était dans la reconnaissance des droits de la femme dans un pays qui est la France, qui, normalement, est le pays des droits de l'homme. Et donc, que ça soit Céline ou Firmin, chacun à leur façon, ils ont mené des luttes à travers la musique, la culture, et je dirais aussi à travers l'agriculture, parce qu'avant tout, ce sont des gens de la terre. Ce sont des gens de la terre, et que cette terre nourricière, ils l'ont toujours protégée, ils l'ont toujours cultivée, et que c'est important, je dirais, qu'on se souvienne de ces luttes qu'ils ont menées, parce que les luttes, aujourd'hui, il y en a toujours, sauf que j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus compliqué de lutter aujourd'hui qu'à leur époque. Oui, et puis il y a aussi une question qui se pose cette année apparemment. Que va devenir la CAN? Ils veulent faire une discussion là-dessus, une conférence pour voir quel avenir pour la CAN à La Réunion. Ça montre bien que ce combat-là, malheureusement, n'a jamais été au bout, et qu'aujourd'hui encore, ils sont en train de voir qu'est-ce qui... La question n'est pas de nourrir la population. La question pour ceux qui ont de l'argent, c'est comment en gagner plus.
Tout à fait. Bah, je dirais que les époux Viry, M. Firmin, il a été un planteur de canne. Ouais. Hein. Et quand on parle aujourd'hui de l'avenir de la canne à sucre, je dirais que cette génération qui a baigné en fait dans cette culture de la canne comprend mal qu'on puisse la remettre en question parce que, mine de rien, le modèle agricole de la Réunion s'est construit. En fait, ça va aller un peu plus loin que ça, Antoine. La question, c'est que la terre, à un moment donné, il n'y avait que ça pour nourrir la population réunionnaise. Entre la canne à sucre, le maïs, le manioc, les autres ravages, patates, songes, les braides, bien sûr l'élevage des poulets, des cabris, tout était là. Et la rivière était à côté pour ceux qui avaient besoin d'un petit carry-cabot, d'un pêche-cavale, pas pêche-cavale, j'ai une bêtise là, pour les crevettes, C'est la mer, la oui, pêche-cavale. je dis une bêtise. Mais il y avait, je veux dire, la terre était vraiment une terre nourricière. Ce que tu viens de décrire, Gismi, c'est en fait un modèle agricole. Oui. Un modèle agricole, je dirais, qui était vertueux, respectueux de l'environnement, respectueux des cycles de la nature, et en même temps où nos aînés avaient bien compris la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre la culture de la canne, l'élevage, les cultures vivrières. Et donc on était dans un modèle, je dirais, qui permettait de nourrir les gens, d'être dans une forme d'autosuffisance alimentaire, sauf qu'on a parachuté sur ce modèle, ou en tout cas, on a tout fait pour dénigrer ce modèle, et je dirais c'est la mise en place aussi de la PAC, la politique agricole commune. Oui, mais il y avait une chose aussi qui a facilité la tâche. L'agriculture, travailler la terre, c'était vraiment la misère. On a associé l'image de la misère à la difficulté de travailler la terre, à la dureté, dur labeur qui est de gratter, de planter, d'aller nettoyer les cannes, d'aller dépailler les cannes. On a associé ça et on a rejeté, et là je dis bien, la population, pour le plus grand nombre, a rejeté ça. Et combien de pères qui étaient agriculteurs, qui étaient coupeurs de cannes, ont dit « mes enfants ne feront pas ça ». Et ça a été ça aussi, pendant 40 ans, la démarche. C'est une réalité, ce que tu dis. Et en même temps, je dirais que au-delà de cette image de misère, en fait, qu'on a pu coller à cette activité qui est noble, on va pas se mentir, ce sont des métiers qui sont difficiles. Ouais. Ce sont des métiers qui demandent presque une implication quand on est un éleveur. Ouais. Hein. On ne peut pas se permettre de partir en vacances, ou en tout cas, on ne peut pas se permettre de ne pas s'occuper de ces animaux qu'on doit nourrir et qui ensuite permettent de nourrir la population. Et c'est là où on se rend compte quand même que je dirais que ces métiers-là, ce sont des métiers extraordinaires, et à quel point justement on a collé sur ces métiers cette image dévalorisante de misère et qu'on leur a aussi fait croire que finalement on pouvait faire mieux avec la mécanisation, on pouvait faire mieux avec les produits chimiques, les intrants, etc. Et on voit bien tout ce processus qui n'est pas uniquement réunionnais. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la politique agricole commune qui entraîne le basculement de l'agriculture dans cet agro-business, dans cette industrie. Hein, quelque part qui, non seulement, aujourd'hui on le voit bien, porte une atteinte considérable à la santé déjà des agriculteurs, à la santé des consommateurs et à l'environnement. Et c'est vrai, quand on voit la Réunion, et quand j'ai eu l'occasion de discuter avec monsieur et madame Firmin, ils ne comprennent pas, ces générations aujourd'hui, que ces terres soient laissées comme ça à l'abandon, en fait. Que nous n'ayons pas, nous, le réflexe de se dire que cette terre, c'est celle qui permet de nous nourrir, cette terre, c'est notre richesse. Oui, mais le problème qui se pose aussi, c'est qu'avant, et je parle aussi de ma génération, parce que j'étais dans ce cadre-là, d'aller dans la terre, d'aller planter la canne, d'aller planter le maïs, d'aller faire les fleurs de melon.
c'est quelque chose qui n'est pas non plus simple. Je ne vais pas vous dire que ça a été simple, mais c'est vrai que ça vous crée une connexion avec la terre que vous n'avez nulle part. Bah, une connexion non seulement avec la terre, mais je dirais une connexion aussi entre les personnes, parce que ces travaux agricoles, généralement, on les faisait en famille. Tout à fait. Hein, nous n'étions pas à l'époque derrière nos écrans comme ça se passe aujourd'hui. Nous faisions les activités en famille et ça créait ce lien, cette solidarité, je dirais, entre les générations, mais cette solidarité aussi entre l'environnement dans lequel nous vivions et avec les voisins. Il y avait cette solidarité. Alors c'est vrai qu'on va se dire, ça c'était le temps d'avant. C'est certain qu'aujourd'hui, la Réunion a évolué, la population a explosé. D'ailleurs, il faudra qu'on s'interroge aussi un jour sur le fait qu'on laisse comme ça, je dirais, entrer différentes populations, des personnes qui sont françaises, hein, sur un territoire qui peut-être a du mal à absorber toute cette arrivée de population, hein, mais c'est de se dire quand même que malgré tout, on a encore un potentiel dans le domaine agricole pour tendre vers cette autosuffisance dont on parle tant. Mais je dirais que derrière aussi, il y a des mécanismes à mettre en place parce que les habitudes alimentaires des gens, elles ont bien évolué aussi dans le temps. On leur a fait aussi là un lavage de cerveau pour dévaloriser justement cet aspect de notre culture où on retrouve encore, plus peut-être encore aujourd'hui, ce côté de melting pot, de mélange de tout un tas de cuisines venues d'ailleurs que chacun, les uns et les autres, nous avons apporté, qui fait que la cuisine créole est vraiment une cuisine extraordinaire et en plus, je dirais aussi bonne pour la santé, qu'on a dévalorisé en fait tout ça et que aujourd'hui, quand j'entends moi des jeunes marmailles comme ça, ils disent votre plat préféré c'est pâtes. Moi, je vais dire ça me désespère que les marmailles ils mangent rien que pâtes. Et donc, c'est tout ça aussi qu'il faut dont on prenne conscience et qu'il faut changer. Pour revenir à cette culture originelle ou originale, en tout cas, peut-être pas originelle, parce que, bon, ça sera un peu aussi illusoire. Et je vais dire, par rapport à Firmin Viry, quand on sait qu'il a chanté le Maloya, on connaît le morceau que tout le monde répète en chœur de temps en temps, parce que ça vient, Valé, prête-moi ton fusil. Je vais dire, là, la question est vraiment dans l'attitude, en fait. Et c'est vrai que les choses ont évolué. On ne peut plus être comme avant. Du moins, dans les bas, quand on vit en immeuble, alors que dans des quartiers, on est voisins, on peut s'échanger quelque chose, un carie, Ça, on peut encore le faire. Dans certains endroits, on peut encore le faire. Mais dans certains endroits, on ne peut plus le faire. Mais c'est pas l'endroit qui pose un problème. C'est l'être humain qui, à un moment donné, ne veut plus avoir affaire à des gens qui sont plutôt difficiles avec qui c'est difficile de communiquer. C'est pas vraiment agréable d'être en présence de la personne. Il y a cette réalité-là, d'abord. Il y a cette réalité-là, tout à fait. Et Firmin Viry et Céline disent souvent qu'ils parlent très souvent de respect. Oui. Hein, c'est une valeur essentielle, je dirais, pour eux. Et le respect que l'on doit avoir pour chaque individu, quelle que soit sa différence, parce que nous sommes une communauté, oui. Et que cette communauté, pour bien vivre, elle a besoin de ce respect, malgré nos différences, et que chacun, même s'il a des besoins un peu particuliers, eh bien, malgré tout, nous vivons dans cette communauté. Et c'est vrai que c'est une valeur essentielle qu'ils véhiculent, je dirais, eux, à travers tous leurs combats, qu'ils ont pu mener bien au-delà, je dirais, du Maloya, à travers l'agriculture, à travers aussi, tout à l'heure, j'ai récupéré une photo d'archives de Firmin Viry, qui a travaillé pendant de nombreuses années. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper sur le nom, c'est à la Socate
tech, c'était la fabrique de tabac de La Réunion. Donc je suis allé tout à l'heure récupérer cette photo d'une taille extraordinaire et qui était à l'époque où La Réunion fabriquait du tabac. Et Firmin Viry me le disait, il plantait du tabac qui poussait à La Réunion et qui ensuite était transformé dans cette usine. Et c'est là où on se dit que leur époque, en fait, c'était une époque où La Réunion était encore une terre de production. Où on pouvait produire des choses. Et donc aujourd'hui, cette usine ferme, il n'y a plus de culture de tabac, bien entendu, à La Réunion, et donc nous faisons de l'importation, c'est ce que nous faisons de mieux au XXIe siècle, c'est d'importer, et donc c'est se dire que c'est quand même triste de voir comme ça ces activités traditionnelles qui sont même, je dirais, essentielles à une société, qui disparaissent comme ça dans l'anonymat, et c'est donc la motivation de cette exposition aussi que nous organisons. La question, c'est que à quel moment arrive, bon, c'est cyclique, on le sait, c'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pendant un moment, on vit d'une façon, après on veut changer, ça passe de mode. Il y a eu, dans les années 70, la patte def. Après, il y a eu les pantalons plutôt serrés, parce qu'il fallait totalement changer par rapport à l'autre. Et puis, il y a les pantalons, parfois, qui étaient tellement courts, on avait l'impression que on n'arrivait pas à mettre dedans grand-chose, mais bon, les gens portaient quand même. Voilà, chaque génération ou chaque moment, il y a un style. Il y a une mode qui arrive. Et c'est dans cette façon-là qu'on a de vivre. Les chaussures, les pantalons, les t-shirts. On a besoin des coiffures, la barbe, la moustache. Chaque élément du corps, à un moment donné, est baladé dans un sens, puis ramené dans un autre. Et c'est comme ça qu'on se définit. Ça montre aussi le côté léger de l'individu. Futile, même, je dirais, parfois. De mon point de vue, franchement, moi, peu importe comment les gens ils s'habillent, se coiffent, même voir ce qu'ils écoutent comme musique, bon, pas trop fort quand même, parce que je me rends compte qu'avec le temps, je supporte de moins en moins le bruit, mais bon, j'apprécie beaucoup la musique. Peu importe comment les gens ils s'habillent au fond, ce qui est le plus important, c'est pas perdre de vue, je dirais, les choses simples de la vie. Et les choses simples de la vie, c'est ce que nous avons dans la relation humaine, dans la simplicité de nos modes de vie, dans ce rapport direct et non pas à travers un écran que nous pouvons avoir, c'est de cette empathie que nous pouvons aussi développer, nourrir à l'égard de son individu, parce que quand son individu est à terre, il faut savoir lui tendre la main. Et c'est cette époque-là, en fait, que eux caractérisent très bien cette facilité qu'ils avaient à tendre la main, même vers ceux qui étaient différents. Mais soyons honnêtes aussi, à l'époque, il y avait quand même un cadre moins complexe qu'aujourd'hui, et à l'époque, notre environnement était simple de par sa modestie, son humilité, et qu'il n'y avait pas autant d'argent, il n'y avait pas autant de choses, et autant de matériel, et c'est plus facile d'avoir, j'allais dire, une posture simple. Aujourd'hui, on veut tout faire. On veut avoir le Blu-ray, on veut avoir la stéréo, on veut avoir la télé en 3D, on veut avoir les films en 4K. Aujourd'hui, on veut avoir le pain, le sandwich avec beurre, jambon, cornichons, salade. Avant, il n'y avait que pain, beurre, jambon. On peut peut-être se poser la question, pourquoi en fait on veut tout ça ? Parce que ça donne l'impression qu'on peut tout faire, qu'on peut tout apprécier. Écoute, tout faire, ça, je ne sais pas si ça donne l'impression qu'on peut tout faire, mais en tout cas, là, ce dont tu parles, c'est tout à fait le processus de consommation dans lequel on s'inscrit aujourd'hui nos sociétés et qui nous donne l'illusion, parce que ça ne reste qu'une illusion, effectivement, malgré tout, de se dire qu'un individu se définit par rapport
à du matériel et à la quantité d'argent qu'il a amassé dans sa vie. Tout dépend de là où on place le curseur et comment on définit, je dirais, ce que peut représenter la réussite. Moi, je dirais que cette époque-là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de se dire que finalement, les gens avaient besoin de peu de choses pour être heureux. Oui. Ils avaient besoin juste d'être ensemble et de partager des moments. Je ne disais pas que des fois, il n'y avait pas des coups de gueule, hein, bien sûr que ça arrive, bien évidemment. Mais il y avait ce plaisir de se retrouver, la famille, les amis, dans une forme de simplicité, hein, autour de tout un tas d'événements qui pouvaient y avoir, mais sans être dans une forme de compétition, parce que la consommation, ce qu'elle a amené aussi, c'est le développement beaucoup de la jalousie entre les individus. Ouais. Hein, celui qui a ça, celui qui n'a pas, etc. Et celui qui a une grosse voiture, et ben lui, il a réussi, il est plus présentable, etc. Donc, il faut vraiment qu'on s'interroge, je dirais, aujourd'hui sur, c'est pas de se dire qu'on va revenir en arrière, hein, c'est de se réapproprier ces choses qui sont importantes de cette époque pour les faire vivre et perpétuer cette vie autour d'une simplicité. Parce que quand on regarde la vie autour de nous, les choses sont assez simples. L'environnement fonctionne simplement et c'est de se rappeler justement tout ce qui nous ramène à cette simplicité de la vie. J'allais dire, retrouver ces valeurs d'abord et voir dans cet environnement matériel qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et qu'est-ce qui en vaut la peine. On n'est pas obligé de tout prendre. Tout à fait, on n'est pas obligé absolument pas même, je dirais. C'est là où est quelque part le travers et l'enfer dans lequel nous sommes plongés en pensant que ces choses-là représentaient la réussite. Non, la réussite, c'est de s'occuper de sa famille, c'est de s'occuper de ses grands-parents. Combien de personnes âgées aujourd'hui sont complètement délaissées alors que ces personnes nous ont fait grandir, nous ont apporté des choses et qu'elles se retrouvent complètement isolées, quelque part, j'ai envie de dire abandonnées presque. Oui, tout à fait. Et à l'image de Firmin Viry et de Céline Viry, je veux dire, ce sont des personnes qui portent ce patrimoine réunionnais, qui portent notre histoire et qui nous ont portés et qui continuent à nous porter. Tout à fait. Rien que pour ça, le respect et surtout avoir une attention. Une attention, et même je dirais, je ne sais pas si on a encore le temps, mais moi j'ai presque envie de lancer un appel. Hein, parce que je trouve que des personnes comme Céline et Firmin Viry, ce sont des personnages qu'on devrait retrouver dans l'espace public. Aujourd'hui, La Réunion est dans une espèce de quête identitaire sur cette période de l'esclavage, etc. et tout, et que je trouve que nous avons l'opportunité, la chance d'avoir ces personnages. Bah, moi, j'ai envie de lancer un appel aux élus. Moi, j'espère que bientôt, et en tout cas, avant qu'ils ne partent, il y aura une médiathèque, Céline et Firmin Viry. Il y aura des écoles qui seront baptisées au nom de Céline et Firmin Viry. C'est vraiment ça que j'ai envie nous avons envie de transmettre à travers cette exposition. Alors, nous continuerons à le faire à la rentrée, à d'autres moments, et on reviendra sur le... Juste peut-être donner l'adresse. Donner l'adresse. Cette exposition donc, se tiendra au 108 rue Martinel-Lassé au Tampon, du dimanche 27 juillet jusqu'au 27 août de cette année. Voilà. Merci Antoine Vaudin. On reviendra dessus. Avec plaisir. Et j'espère qu'on les aura sur le plateau pour parler de ça. Merci Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.